Bienvenue sur The Human Side of Racing pour cette nouvelle émission avec Pierre Van Vliet. Aujourd'hui, à l'orée de cette saison 2026, qui verra un énorme changement de réglementation en Formule 1, nous allons revenir en arrière et puis vous parler de toutes les révolutions qu'a connues la Formule 1 depuis 1950. Et commençons, Pierre, par le coup de génie de Cooper qui avait décidé de mettre le moteur derrière le pilote et non pas devant le pilote, et avec ces petites voitures toutes légères, à dominer la Formule 1. Et même Enzo Ferrari, qui sera le fil conducteur de cette émission, parce que Ferrari est là depuis le début, a souvent été une étape en arrière chaque fois qu'il y a eu des révolutions techniques. Par contre, des fois, ça a très bien marché pour Ferrari, donc on va vous en parler. Et à ce sujet-là, avec Cooper, Enzo Ferrari n'y croyait pas au moteur à l'arrière. Non, parce que Ferrari, c'est d'abord des moteurs, et de préférence des 12 cylindres, à l'époque pour le commendateur Enzo Ferrari. Et donc il disait, le cheval tire la charrette, c'est pas l'inverse. Donc avoir le moteur derrière, ça lui paraissait contre nature. Il faut savoir qu'au début du championnat du monde de F1, 1950, donc il y a 75 ans, on était encore avec des moteurs d'une technologie d'avant-guerre. C'était les 4,5 compresseurs, et Alfa Romeo et Ferrari ont été les premiers et maîtrisaient cette technologie et ont été les premiers lauréats du championnat du monde de F1 avec les Alfetta, Farina, Fangio, etc. Et bien sûr, les premières victoires de Ferrari avec les moteurs avant, les gros moteurs, et puis surtout, quand la réglementation F1, parce que la FIA, à l'époque, je fais un petit rappel historique, ces moteurs à compresseur, technologie d'avant-guerre, il n'y en avait plus assez, et les voitures étaient obsolètes, parce que la F1 s'est bâtie au début des années 50 avec ce qui sortait des granges et des garages, qui sortait de la période de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'Alfa Romeo a eu sa période de gloire, parce que c'était une technologie, évidemment, qui était d'avant-guerre. En se battant contre des Talbot Lago et des voitures, effectivement, qui étaient un peu poussiéreuses. Mais du coup, la FIA s'est rendu compte que le règlement ne correspondait pas et qu'il n'y avait pas de matériel existant avec cette cylindrée et cette technique. Et donc, pendant 2 ans, c'est la Formule 2 qui est devenue le championnat du monde des conducteurs, puisqu'à l'époque, il n'y avait que les conducteurs qui étaient titrés. Et là, Ferrari avait l'arme absolue, la 500 F2, et Alberto Ascari, le fameux champion italien, le seul champion italien de Formule 1, non pas le seul, mais le dernier, puisque le tout premier, Farina, l'était aussi. Et donc là, il gagne tout pendant 2 ans, 52-53. Et puis, par la suite, Ferrari est incontournable dans le championnat du monde. C'est vraiment l'écurie historique de la F1. Mais on ne gagne qu'un titre en 58, je crois, Mike Hawthorne. Et puis, effectivement, la révolution des moteurs arrière, ça change tout en 1960-61, avec peut-être la plus belle en tout cas à l'époque, la plus élégante des Ferrari F1, la fameuse Sharknose. Oui, c'est ça. Donc en 61, la Sharknose arrive, dessinée par Carlo Chitti, entre autres. Et la voiture, d'abord, est splendide et s'impose tout de suite. Parce que, d'abord, ils ont les meilleurs pilotes du monde, avec Phil Hill, Richie Ginter et... ils ont les meilleurs, sauf Stirling Moss. Voilà, et Wolfgang von Trips, le seul qui arrive à leur tenir la dragée haute et à les battre, c'est Stirling Moss avec un matériel inférieur. Mais la 156, qu'on a appelée Sharknose, est dominatrice. Et normalement, c'est Von Trips qui doit être titré à Monza. Malheureusement, il se tue dans un accrochage avec Jim Clark et c'est Phil Hill. Donc aussi, le premier Américain à être titré en 61. 61. Et donc mais en 62, Pierre, arrive Colin Chapman avec une idée extra, c'est de faire un châssis monocoque pour la première fois. C'est-à-dire que le moteur et le châssis ne font qu'un, dans le fond, ajoutent de la rigidité, ajoutent de la cohérence au châssis. Un moteur porteur, comme on disait. Un porteur, et donc l'ère Chapman
Oui, Jim Clark démarre c'est grâce vrai, à parce ça. que Ferrari s'écrase un peu, Oui. parce qu'il y a eu une révolution de palais à Maranello et que toute la bande, Carlo Chitti et tous les techniciens autour du Commendatore décident de partir dans une scène de ménage avec Madame Ferrari à l'époque. Heureusement, il y a un jeune ingénieur qui reste, qui est assez brillant, c'est Mauro Foggieri, et lui fait la fameuse 158 de John Surtees, champion du monde en 1964. Et par la suite, les 312. Alors, il y a des hauts et des bas dans la relation entre Ferrari et Foggieri, mais il est encore là dans les années 70 avec les 312T. Absolument. Et donc, Foggieri a été un fil conducteur lui-même de chez Ferrari, parce qu'il rentre, il rentre chez Ferrari, il n'a pas 18 ans. Évidemment, le Commendatore, il voit le potentiel de ce jeune garçon, on l'envoie à l'université, lui dit, écoute, toi tu vas étudier, mais quand tu termines tes études, tu viens. Il lui donne tout de suite des immenses responsabilités, pas seulement qu'il est ingénieur, mais il conçoit tous les moteurs, il est ce qu'on appelle aujourd'hui team principal, mais il est sur toutes les courses, que ce soit en Formule 1, que ce soit en endurance, il est partout. Mais c'est vrai que même Foggieri et la Scuderia Ferrari ont des hauts et des bas dans ces années 60. C'est vrai que la 312 est compétitive, mais arrive une autre révolution, Pierre, c'est-à-dire l'arrivée du moteur Cosworth. Le moteur 3 litres surtout. 3 litres. On passe à 3 litres et c'est le Cosworth. Les Anglais déjà avaient pris l'avantage avec les moteurs arrière et les châssis monocoques. Donc d'abord Cooper, puis Lotus et puis les autres. Les garagistes, comme oui, l'appelait Enzo Ferrari. Ferrari les appelait les garagistes, des assembleurs, des vulgaires assembleurs. Et puis 66, c'est le moteur 3 litres. Et là, c'est en 67 qu'apparaît le V8 Cosworth. Et ça change tout parce qu'effectivement, tous les petits garagistes, entre guillemets, anglo-saxons, on a parlé de McLaren dans l'émission précédente, mais il y en a beaucoup d'autres, qui ont pu mettre le Cosworth derrière leur châssis monocoque à l'époque et ont pu être compétitifs pendant des années. Lotus d'abord, mais aussi les autres. On a parlé de McLaren et puis il y aura Brabham. Oui, pendant des années, on a vu les écuries anglaises avec le moteur V8 Cosworth de 3 litres contre le 12 cylindres Ferrari. Donc c'était un peu ça. Évidemment, il y avait le BRM également. Et double révolution, parce qu'en 67, donc 66-67 arrive le Cosworth DFV qui va révolutionner la Formule 1 et qui va permettre aussi à toutes les écuries privées de se mettre en valeur, parce que tout le monde pouvait être client Cosworth et donc avoir un moteur compétitif. Et à Ford de gagner pendant 15 ans. Et puis en 68 arrive aussi autre révolution, les ailerons. Bien sûr, l'aérodynamique. Et au début, on voit un peu tout le monde tâtonner, essayer un peu de tout. On voit des ailerons immenses, très hauts, qui vont vite être interdits parce qu'il y a des accidents, il y a des casses. Mais on tâtonne, on découvre l'aérodynamique. On découvre, mais cette aérodynamique aussi, comme tu le disais là tout à l'heure, c'est que Enzo Ferrari, c'est un motoriste. D'abord, et l'aéro, c'est vraiment pas pour lui. Donc, chez Ferrari, ils ont toujours un train de retard. Ils voient ce qui se passe chez les Anglais. Tiens, ça marche. Les ailerons, il faut les mettre. C'est vrai qu'ils remportent quelques grands prix, d'ailleurs avec notre Jackie X. Mais Chris Hammond, qui passe des années chez Ferrari, n'en gagne pas un, sauf hors championnat. Donc, c'est un peu une situation difficile. Et puis, donc, puisque, effectivement, ils ne maîtrisent pas tout à fait l'aéro, l'aéro reste relativement simple au départ, et la Ferrari qui marche, c'est le moteur 12 cylindres Boxer, la boîte transversale, donc la 312T, avec Foggieri, et Niki Lauda, parce qu'il y a aussi... dans le roulement des pilotes, ils vont chercher Niki Lauda, ce qui est quand même une surprise. Et Lauda et Gazzoni font, au milieu des années 70, ils dominent la F1. Lauda a 2 titres mondiaux, presque 3, puisqu'on se souvient des circonstances de 76. Et donc là, c'est quand même un âge d'or de Ferrari. Absolument. Parce que nous, jusqu'en 79, avec Scheckter, la 312T4. C'est vrai que cette émission, on parle beaucoup de Ferrari, parce que c'est le fil conducteur, effectivement. Il y a 2 fils conducteurs, parce que Colin Chapman, lui aussi, a été à la base de beaucoup de révolutions, parce qu'on va passer ça rapidement, mais la Lotus 72, elle était elle-même une révolution. Et normalement, la 312B, la Ferrari 312B devait dominer ces quelques années, mais
patatras, arrive La Lotus 72. qui, elle, révolutionne par son design, les freins in-board, Et l'aéro, et l'aéro en l'aérodynamique. coin, etc., qui va déterminer la Formule 1 des prochaines années. Hein. Et après, effectivement, Forgieri se reprend avec l'arrivée de Lauda et conçoit de très bonnes voitures, les 312T, hein, toute la série des 312T. Jusque une autre révolution, c'est la Wing Car de Colin Chapman, de nouveau, en 78. Et là, Ferrari rate le coche. Et c'est Mario Andretti et Lotus qui. Et ils ont un grand problème chez Ferrari parce qu'ils adorent leur 12 cylindres à plat. Le problème, c'est qu'avec les pontons qui génèrent cet appui et donc ces ailes inversées que Colin Chapman et Peter Wright, hein, son ingénieur, ont inventé, il avait ça déjà en tête depuis quelques années, le Colin Chapman. Et donc chez Ferrari, ils sont désemparés parce qu'ils n'ont pas la bonne architecture. Mais malgré tout, il y a une exception, c'est que Jody Scheckter arrive à être champion du monde en 79. Parce que Lotus se loupe en 79 sur la voiture suivante et que les autres teams ne maîtrisent pas encore la technique de l'effet de sol, ce qui va venir. Mais bon, la génération des années 80, là c'est le moteur turbo. Oui, absolument. Et Ferrari est quand même précurseur aussi, même si c'est Renault qui a été le pionnier et qui a imposé cette technologie. Oui, autre révolution, effectivement, c'est le moteur turbo, imaginé par Renault, parce qu'il y avait cette équivalence. Hein. Personne n'y croyait au début, on pouvait avoir un 1.1 litre 5 turbo ou un 3 litres atmosphérique. Les Anglais n'y croyaient pas à cette équivalence, et pourtant les Français y ont cru. Jean-Pierre Jabouille aussi, très fort, a été maître d'œuvre dans ce projet. Et au début, ils étaient la risée parce qu'on appelait ça de yellow teapot tellement que les turbos explosaient. La Renault jaune fumait. Mais c'était la bonne voie, et puis la Renault a commencé à gagner des grands prix. Et chez Ferrari, ils se sont très très vite rendus compte qu'il fallait sortir un moteur turbo, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait très bien. Et ils ont très bien fait parce que on a vu donc avec Villeneuve, avec Pironi, la voiture était très. Ils ont dominé les saisons 82-83, Ferrari avec la 126 C2, mais malheureusement les pilotes se tuaient à l'époque ou se blessaient. Et donc on a eu Villeneuve, Pironi. Et donc finalement, c'est avec René Arnoux et Patrick Tambay qui gagnent encore le championnat l'année d'après, mais uniquement le championnat constructeur, puisque voilà, les autres font de la résistance, y compris avec des moteurs atmosphériques encore. Hein, le titre de Keke Rosberg avec la Williams est quand même très improbable en 82. Mais bon, tout le monde passe au moteur turbo dans les années 80, ils n'ont pas le choix. Et donc Ferrari a été un des précurseurs et donc un des top teams. Le seul qui fait encore moteur et châssis lui-même, puisque Renault va progressivement laisser la place et devenir motoriste. Et voilà, donc Ferrari est là et gagne encore des grands prix, mais sans être en mesure de vraiment décrocher un titre mondial dans la deuxième moitié des années 80. Oui, et puis après, chez Ferrari, ils peinent évidemment face au TAC Porsche, qui est supérieur au niveau consommation et aussi au niveau puissance et fiabilité. Donc là, Ferrari est un peu difficile. Arrive une nouvelle révolution, c'est la suspension active. Et Colin Chapman y pensait depuis très très longtemps. Hein. Déjà en 83, il avait tenté le coup. Mais c'est chez Williams, avec Adrian Newey, avec toute l'équipe Williams, qu'ils ont développé cette suspension active. Et tout d'un coup, les bienfaits de cette suspension active, effectivement, c'était que la garde au sol était constante, que l'appui était constant. Et donc, ces voitures avaient un avantage énorme. Et toutes les écuries ont dû y passer, mais Williams a dominé cette période. Même si Ferrari avait aussi innové avec la boîte automatique, la boîte semi-automatique, sur les belles 639, 640 de John Barnard, avec Nigel Mansell et puis avec Alain Prost. Donc, c'est la fin de l'époque Ferrari sous la houlette du Commendatore, qui disparaît en 1988. Donc, sur la lancée, ça marche encore pendant un an ou deux, avec Alain, entre autres. Ils ont failli être champions du monde en 90. Et puis voilà, c'est un peu la catastrophe parce que la succession Ferrari se passe très mal chez Fiat. Et Ferrari perd un peu le fil, jusque la révélation suivante. Pour parler de Ferrari et de la continuité de ce fil rouge, évidemment, à
le management qui évolue aussi. Il n'y a pas que la révolution technique, il y a Luca di Montezemolo qui finalement prend les rênes de Ferrari et qui a le génie de réunir les bonnes personnes. Jean Todt, et puis autour de Michael Schumacher, une équipe technique qu'on a baptisée la Dream Team. Bon, ça a pris du temps et des années pour s'imposer, mais ils ont mis tous les atouts dans leur jeu. Par exemple, un contrat d'exclusivité avec Bridgestone, ou en tout cas de privilégier avec les pneus Bridgestone. C'est la guerre des pneus à l'époque, donc ça aussi c'est techniquement une évolution qui vraiment fait avancer la F1. Mais tu as raison, après l'ère Schumacher, qui a été début des années 2000, pendant 5-6 ans non-stop, c'est effectivement la réglementation 2009 qui provoque cette surprise du chef. Et c'est assez drôle comme histoire parce qu'il y a effectivement un changement de réglementation et il n'y a que chez Honda qui remarque qu'il y a moyen de concevoir un double diffuseur à l'arrière qui génère énormément d'appui. C'est un loophole, comme on dit, c'est une faille dans le règlement. À la FIA, ils hésitent à cautionner cette évolution, mais sont obligés de l'accepter. Honda se retire de la course automobile de manière abrupte et Ross Brawn rachète pour £1 symbolique l'écurie. Et pas seulement ça, Honda finance pour $100 millions cette écurie Brawn naissante. Avec un moteur Mercedes. Avec un moteur Mercedes, alors qu'ils ne récoltent pas les fruits de leur révolution technique, enfin en tout cas de leur bonne trouvaille. Il n'y a que Red Bull qui saute dans le train du double diffuseur, mais un peu tard. Et entre-temps, Jenson Button a remporté 6 ou 7 des 9 premiers Grands Prix, et donc est sur une voie royale. Et donc, ce double diffuseur est accepté, et après représente effectivement la base de toute recherche aérodynamique pour les autres écuries. L'arme absolue, en tout cas pour Brawn Grand Prix, qui est une petite équipe un peu désargentée malgré l'aide de Honda. Et c'est une belle histoire, parce que voilà, il gagne le championnat, et le titre de Jenson Button en 2009 n'est pas volé. Mais bon, en face, il y a quand même un génie aussi, c'est Adrian Newey, on y revient, chez Red Bull, qui prend train en marche du double diffuseur, mais qui très vite comprend, exploite non seulement le double diffuseur, mais les échappements soufflés, etc. Enfin bon, Newey, on sait que pour ça, il est redoutable, et on est curieux de le voir à l'œuvre d'ailleurs avec l'Aston Martin l'année prochaine, la saison prochaine. Absolument, et quand on parle de Ferrari, alors vous l'avez compris, très souvent, quelquefois Ferrari a été dans le bon, et évidemment c'est incontournable dans l'histoire de la Formule 1, mais très souvent ils ont été de train en arrière lorsqu'il y a eu des révolutions techniques. Maintenant, 2026 arrive où les voitures seront totalement différentes, bien plus petites, les pneus aussi. Il y aura un changement au niveau de l'hybridation qui passera à 50%, etc. Il serait temps que Ferrari réussisse ce changement parce que les pilotes commencent à s'impatienter. On l'a vu, Charles Leclerc qui trépigne et qui dit c'est maintenant ou jamais. Le pari Lewis Hamilton qui n'a pas vraiment porté ses fruits. Non, pas du tout. Jusqu'à présent. Et donc on espère qu'il va rebondir, le bon Lewis. Et donc nous sommes impatients comme vous d'être en 2026 et d'observer tout cela. C'est dingue comme la F1 a évolué quand même en 75 ans. On a survolé en fait les évolutions techniques, mais aussi les révolutions. On parlait de management à propos de Ferrari avec Montezemolo et ce qu'il avait mis en place, mais aujourd'hui c'est vraiment un grand business, et la partie technique, technologique, certes, est toujours essentielle, mais il y a autour de ça tout un écosystème qui a pris une valeur extraordinaire. Mais pour revenir à Ferrari, juste pour conclure, ce fameux fil rouge, le management, c'est un problème chez Ferrari aussi, depuis la mort du commendateur, la fin de l'ère Jean Todt et Montezemolo. Parce que quand on pense, ils n'ont plus gagné depuis 2007 avec Kimi Räikkönen, et ça c'est encore dans la foulée de l'ère Schumacher. Et puis on a eu Alonso, Vettel, des champions du monde, qui ne sont pas arrivés à faire gagner la Scuderia, maintenant Leclerc, Hamilton. Et puis on a eu, comme team principal, Stefano Domenicali, qui est quand même maintenant le big boss de tout le business. On a eu Maurizio Arrivabene, on a eu Mattia Binotto,
et maintenant Frédéric Vasseur. Alors, le problème ne repose vraisemblablement pas uniquement sur le management, mais il y a peut-être un problème de philosophie d'entreprise par rapport à Ferrari en Formule 1, et on est curieux de voir l'évolution en 2026. Voilà, absolument. Nous, on est des tifosi malgré tout parce qu'on adore l'histoire de la course automobile et de la Formule 1 en général. Donc, on aimerait bien que chez Ferrari, enfin, ils réussissent ce pari technologique. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.